Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ce 10 décembre. Nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30. Donc toute l'équipe a concocté un nombre de thèmes qu'on va développer ce matin, notamment celui qui touche un petit peu à notre-dame nature. Il s'agit de restaurer les écosystèmes de montagne. C'est le thème qui a été sélectionné cette année, choisi pour la journée et la célébration de la Journée internationale de la montagne qui se tient chaque année le 11 décembre. Donc à travers toute la planète, on fédère les efforts et aussi on fait le bilan de tout ce qui a été fait en faveur de la protection des écosystèmes. À notre manière, nous participons à cet élan en invitant justement sur le plateau et en recevant ce matin des représentants du mouvement associatif. Ils sont venus de Miliana, une ville qui est très dynamique et qui connaît une grande effervescence dans le monde associatif. Et puis aujourd'hui, nous aurons surtout le plaisir de recevoir les représentants de la Perle du Zakar, une association donc qui veille justement à la protection de l'environnement, ainsi que l'association Randonneurs de Miliana, donc qui viendra nous parler de ces projets vraiment dans le sens de d'une meilleure connaissance de l'écosystème chez nous, mais aussi de la préservation de la nature à Miliana notamment. Donc ce sont des associations locales, autant que l'association qui nous vient de Miliana, donc Al-Rawnaq Al-Annabi, qui est représentée ce matin sur ce plateau à l'occasion de 2 journées d'études organisées par le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui permet justement de découvrir les multiples facettes de tout un patrimoine immatériel et matériel de la ville. La coquette à Annaba, la ville justement d'El Annab également, c'est ainsi qu'on la qualifie. Nous aurons le plaisir de recevoir entre autres donc une doyenne des Mashtat de Annaba, mais aussi donc le président de l'association, la présidente plutôt de l'association que j'ai nommée tout au début. Donc merci d'être avec nous pour aussi nous permettre de nous rappeler aussi un moment historique. Donc ce peuple algérien donc épris de liberté qui était sorti, rappelez-vous, un 11 décembre 1960 justement pour clamer la liberté et pour aussi réclamer la dignité de tout un peuple. Donc cette marche historique, on y reviendra avec un témoin de l'époque. Il s'agit de monsieur Aïtouadia Lounis, donc président de l'association Les Amis de la Rampe Louni à Resqi. Donc ce sera aussi le moment de retrouver Yezidet Meheddine pour son éditorial dédié à la Palestine comme d'accoutumé. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique une nouvelle personne nous a rejoint dans l'équipe et elle gère une rubrique justement dédiée au patrimoine. Il s'agit d'une voix très connue dans la radio algérienne, Amina Ziri. Elle s'est faite aussi connaître à travers des émissions télévisées très célèbres. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, c'est le moment de rejoindre Amel Aribi pour un point météo. Elle est prête à vous servir et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Je pourrais le répéter moi-même, le slogan. Bonjour, vraiment. On l'a bien appris. C'est bien appris. Et tout de suite, on fait le lien avec la météo et la présentatrice météo. Bonjour Amel Laribi. Bonjour Nadia, ça va? Ça va en forme ce matin? Oui, ça va. Ça va. Oui. Vous êtes en face des cartes, je vais exactement. Dire. En face, oui. Je regarde tout est en face. Forme, en face des cartes. Que demande le peuple? Rien. Juste les détails de la météo d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Inch'Allah. Merci Nadia. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil.
réveil, eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale par contre sur les régions de l'ouest et le centre, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Des passages nuageux durant cette matinée sur les régions de l'est, puis le ciel se dégagera progressivement durant la journée. Au sud, rien à signaler, du soleil partout, excepté des soulèvements de sable vers Tindouf, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, eh bien, seront hors saison par endroits. Le maximum, et oui, 25 degrés du côté de Tlemcen, 24 à Oran, 21 à Alger, 19 à Tizi Ouzou, 18 du côté de Tiaret également à Annaba, 14 degrés vers Sétif, 16 degrés à Al-Biyad, Batna, et au sud aussi 17 degrés du côté de Janet, 19 à Biskra, 21 à Gardaya, 23 degrés à Béchar, 20 degrés à Ilizi, 24 à Adrar, 26 degrés Tindouf, Borj Abedji Mourtal en passant par les 25 degrés à Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt agitée sur les côtes est. Des vents faibles variables sur les côtes ouest, 10 à 20 km/h, 10 à 30 km/h par contre sur les côtes centre du secteur ouest et 20 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront du secteur ouest à nord-ouest également. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Asie où le temps restera nuageux, pluvieux avec des orages du côté de Colombo, également Singapour, Jakarta, nuageux à Pékin, partiellement voilé à Hong Kong, également Bangkok et New Delhi, dégagé à Dakar et le mercure affichera 2 degrés seulement à Pékin, 20 à Tokyo, 23 à New Delhi, 29 à Singapour, 26 à Dakar, 31 à Colombo et 34 degrés à Bangkok. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, pour toutes ces précisions. Notre ami Yazid Aït Mahidine s'est découvert une passion justement pour la photographie depuis quelque temps. Et il nous propose ce matin des images qu'il a prises à partir de notre bureau. On ne s'imaginerait pas que ce soit c'est beau ça. C'est le lever. C'est aujourd'hui ça? C'est le lever d'aujourd'hui, effectivement. Oh, donc, magnifique, magnifique. Voilà toutes ces belles couleurs. Vous voyez orangé là? Oui, c'est encore le crépuscule et vous voyez toutes ces belles rougeurs qui augurent d'une belle journée sur Alger. Oh là donc là. J'espère qu'on en profitera bien. Yazid, il a raté sa vocation. Hein. Il a l'œil observateur du journaliste et aussi de l'artiste. Merci Yazid. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Donc chaque journée, on propose une chanson, on vous offre une chanson aujourd'hui. Elle est donc signée Julia Botros. Julia Botros qui est connue justement pour son engagement pour la Palestine et qui l'exprime de plus en plus depuis justement cette tragique crise que subit Gaza et ses habitants. Donc aujourd'hui, elle nous interprète Al-Haq Slahi et on l'écoute avec grand plaisir ce matin. جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم والله خلينا جو مقاومة واحنا مع المقاومة وبدنا تعمل نسل المقاومة لآخر واحد لآخر طفل صغير عندنا بقدر
الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلونا ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى في كل الملاحم يرحلونا ونبقى الأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى في كل الملاحم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم Voilà, gloire aux martyrs de Razda ce matin encore. Nous sommes vraiment pleins de soutien et aussi très émus justement par rapport à tout ce qui leur arrive. En tout cas, voilà, on ne les oublie pas chaque matin vraiment dans notre émission. On espère en tout cas qu'un cessez-le-feu soit très vite décrété et instauré pour justement lever cette injustice sur le peuple palestinien. En tout cas, on va revenir au pays pour parler cette fois-ci de la célébration chez nous de la Journée internationale de la montagne. Les amoureux de la montagne sont très nombreux chez nous. Aujourd'hui, on a choisi d'inviter certains d'entre eux qui sont du côté de Miliana et on a plaisir justement à vous présenter ce matin Monsieur Chaben Mohamed, donc membre de l'association oui, la perle du Zaka. Voilà, merci pour la perche. Bienvenue, monsieur. Donc, monsieur Chaben, bienvenue. Bienvenue également à Brahim Belkourechi, ici présent. Donc, il est vice-président de l'association des randonneurs de Miliana. Donc, je disais à l'instant que vous étiez tous les deux passionnés donc, de Dame Nature et passionnés justement par ces belles montagnes que recèle notre pays. Du côté de Miliana, comment ça se passe ? Ça va, dans l'ensemble, il y a vraiment un mouvement. Il y a entre autres la montagne du Zaka. C'est normal. Donc, presque chaque week-end, on reçoit des associations de plusieurs coins du pays, plus des familles, des groupes Facebook, qui s'organisent vraiment très bien pour visiter la région, notamment la ville, les sites touristiques et archéologiques, et bien sûr visiter surtout un lieu très important du point de vue forestier. Oui. C'est la zone qu'on appelle El Mrouj. Elle est très, c'est-à-dire sollicitée très par convoitée, voilà, par les visites durant le week-end. Donc on reçoit chaque week-end des visiteurs. Et c'est grâce aux associations qui activent dans le domaine qu'il y a eu cette publicité pour faire connaître la région et bien sûr pour sensibiliser les jeunes et même les adultes à protéger nos montagnes. Oui. Et votre outil pour cela, ce sont de belles randonnées qui permettent de joindre l'utile à l'agréable pour faire connaître tout l'écosystème qui se retrouve dans ces forêts, dans ces massifs montagneux. C'est le plus important, c'est de protéger et de faire c'est-à-dire de la sensibilisation pour qu'on protège ces écosystèmes, c'est-à-dire surtout durant la période de l'été, c'est-à-dire pour éviter les incendies. Et bien sûr, faire aimer cette nature. J'aime bien cette phrase. Voilà, faire aimer cette montagne et cette nature qui nous donne pas mal de choses bénéfiques. Oui, quand on est comme ça subjugué, quand on est épaté par la beauté du site, on finit par faire attention, j'imagine, hein, quand même. Absolument, mais j'ajouterais qu'il faut aussi avoir un minimum de connaissances quant aux aspects scientifiques de la question. Voilà, pour connaître la valeur et sentir la valeur du lieu et la valeur de l'écosystème qui y vit, hein, parce qu'il y a de la vie dans une montagne. Absolument, et puis il faut faire savoir au public qu'il y va de la survie un petit peu, parce qu'il est question un peu partout dans le monde
de sauver la nature, de sauvegarder la nature, parce que l'être humain en a besoin. Oui, on sous-estime parfois les bienfaits de la montagne et aussi des massifs forestiers. On peut peut-être en rappeler quelques-uns. Ça nous fournit nourriture, ça nous fournit protection, ça purifie l'air et encore, hein, j'en passe. Pas mal justement. Donc l'association des randonneurs, elle a été créée, donc, elle a été créée en 2019. On a organisé pas mal d'événements ça, durant les années passées et participé durant le Covid dans les actions humanitaires et tout ça. Et on a fêté dernièrement dans le cadre du mois rose, oui. C'est-à-dire la sensibilisation concernant le cancer du sein. On a organisé justement un événement très spécial pour la 3e édition. C'est la randonnée rose au parc national de Tnit El Had, oui. en partenariat avec l'association des médecins spécialistes de la wilaya d'Ain Defla, plus l'association Al-Fajr du Blida, d'aide aux malades du cancer, plus notre association. On a tracé un programme c'est-à-dire pour changer le lieu, c'est-à-dire pour faire sortir ces malades en compagnie des médecins, des familles, etc., des associations. On est sortis tous ensemble sur ce lieu où il y a eu, c'est-à-dire on a passé un moment vraiment, c'est-à-dire une journée vraiment formidable. Voilà, ça a donné un peu l'envie de vivre à tous ces malades, ces malades surtout, qui, voilà, l'espace d'une journée, on réussissent à oublier leur mal voilà, et à vivre normalement et en appréciant la nature. En tout cas, vous, en tant qu'association, vous privilégiez justement cet espace d'échange qu'on appelle la randonnée, mais aussi d'autres espaces d'échange, parce que vous avez créé tout un réseau, surtout des passerelles avec d'autres associations. Est-ce qu'il vous arrive de travailler ensemble, messieurs ? Absolument. Est-ce que les associations se rejoignent pour des actions ? Justement, c'est les deux associations, c'est-à-dire l'Appel du Zakar, qui est chargé de la protection de l'environnement, et notre association, c'est-à-dire spécialisée dans le domaine des randonnées. Généralement, événement, on est ensemble. Excellent. Surtout concernant le jardin public, le jardin botanique de Miliana, qui connaît durant les dernières années, c'est-à-dire des changements pour le maintenir en vie, si on veut dire. Donc, c'est-à-dire, on a mené plusieurs actions ensemble, nettoyage, reboisement, etc. Je pense que M. Chaban, il est plus... Ben oui, on va parler de la perle du Zakar. Donc, c'est une perle à plus d'un niveau. Hein. C'est une perle parce qu'il y a des petites perles qui y travaillent et qui font un effort incroyable de sensibilisation. Mais il y a aussi cette mise en valeur d'une belle montagne qu'on appelle le Zakar, qui était jadis très connue par son minerai, le fer. Absolument, oui. Donc, nous sommes territorialement, c'est-à-dire compétents pour travailler sur la commune de Miliana. Et comme elle embrasse un petit peu une partie du Zakar, donc forcément le Zakar fait partie du territoire sur lequel on peut intervenir. Et justement à ce titre, puisque l'occasion se présente et puisque le slogan de cette année c'est la protection des écosystèmes, donc tout de suite je vous dis qu'on a participé dans ce cadre-là, dans des actions en faveur de la protection d'espèces rares, voire menacées, espèces endémiques, espèces d'arbres. Donc on a, en collaboration avec des différents services publics et d'établissements prestigieux tels que l'Institut national de recherche forestière, le Jardin d'essai d'Alger, l'Agence nationale de protection de la nature, bien sûr avec l'autorité locale, les forêts, la PC de Miliana. On a tous participé pour faire réussir une plantation d'espèces emblématiques en Algérie, telles que le sapin du Midi, dont il n'existe que quelques centaines d'hectares sur la fameuse montagne du Babor. Et donc, ça s'appelle faire de la protection ex situ. D'accord, voilà. Très bien. Donc, on déplace l'espèce vers l'environnement que vous avez créé, un jardin, en l'occurrence un jardin botanique qui va gagner en importance d'année en année parce que vous allez étoffer les espèces que vous avez déjà commencé à installer. En fait, c'est-à-dire nous avons agi sur les deux registres. Il
Il faut savoir qu'à Miliana, il y a un jardin particulier, intéressant d'un point de vue aussi bien, c'est-à-dire de récréation que d'un point de vue botanique aussi. Donc notre association s'est attelée à essayer de participer à la protection de ce bijou, qui renferme une collection intéressante et entre autres actions, nous avons contribué à préparer son classement, un dossier de classement. Excellent. Comme ça, on pourra peut-être espérer le protéger. Pour ce qu'on a fait pour la montagne, justement, donc les plantations dont j'ai parlé auparavant, c'était sur la montagne, donc sur le mont Zakar. Et c'était destiné à la fois, c'est-à-dire c'était quelque chose, une pierre de coups. Oui. C'est-à-dire une fois, d'un côté, c'est pour protéger, c'est-à-dire on adhère à la démarche de protéger des espèces en les plantant, en faisant des plantations un peu partout, mais en plus pour la restauration forestière et écologique du mont Zakar. Très bien. Voilà. Vous êtes dans votre domaine de spécialité, parce que vous êtes vous-même, vous avez un master en biologie, écologie et environnement, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, après avoir été ingénieur d'État en agronomie, donc la faune, vous la connaissez parfaitement. Disons, oui, c'est des choses qu'on a étudiées en fait, mais que vous continuez d'étudier en tant que doctorant. Absolument, oui. Et puis, enfant déjà, on avait ce penchant. C'est-à-dire le choix de la spécialité, c'était pas fortuit, c'était un petit peu une orientation depuis l'enfance. Oui, voilà. C'est vrai. Donc j'imagine un peu que vos parents, les Milianais sont des citadins pleins de goût et de savoir-vivre, hein, n'est-ce pas? Et donc il y a énormément d'associations qui essaient de mettre cela en valeur et de faire revivre tout cet héritage, on dira. Oui. Vos parents, vous faisiez pareil que ces parents, donc ils vous emmenaient dans la nature? Tout le monde participait quand on était enfant. Le week-end, c'est la montagne. Oui. C'est les promenades, même en famille. C'était en famille. On passait même des nuits, c'est-à-dire des week-ends, à un lieu nommé Sidi Abdelkader. Les familles, c'est-à-dire passer la nuit, le week-end, où tout le monde, c'est-à-dire était vraiment, c'est-à-dire il y avait de la joie. Il y a de la joie. Oui. On aimait la montagne, on aimait les animaux. Depuis l'enfance, on a appris à profiter de la nature. Oui, bien sûr. Il y a les pommes de pin maintenant. C'est le moment des châtaignes. C'est le moment de récolter des framboises. C'est le moment de parcourir tous ces. Je ne sais pas s'il y en a des framboises de votre côté. Moi, j'ai encore le souvenir d'enfance. En fait, Miliana, il y a une caractéristique. Normalement, ce qu'on appelle les jardins en terrasse. Oui. Jadis, c'était légion. Les jardins en terrasse, c'était légion. Et toutes les familles, pratiquement, avaient leur petite maisonnette avec un lopin de terre à cultiver à côté. Bien. Donc ça faisait un petit peu la réputation de la ville. Il y avait énormément de fruits. On connaît même des fruits, on a connu des fruits à Miliana qui sont plutôt rares, comme par exemple les nèfles, qui existent, mais on aurait peut-être ramené une petite corbeille, ça aurait... De belles nèfles, vous avez de belles nèfles, oui, c'est pas la saison. Les vrais nèfles, pas les nèfles qu'on connaît sur le marché, mais les vrais, le genre Mespilus, c'est pas les nèfliers du Japon qu'on appelle Mshibcha, etc. Non, c'est les vrais nèfles, qu'on appelle chez nous Mzah. Et qu'on mange, le fruit, on le mange blé. C'est-à-dire blé, on le laisse un petit peu pourrir pour le manger. C'est particulier. Voilà. C'est comme les plaques miniers, etc. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Donc, on a un petit peu toute cette richesse, cet héritage. Voilà, héritage culinaire, etc., qu'il faut entretenir, bien sûr. Absolument. Est-ce qu'on peut parler des plantes les plus présentes dans les montagnes de Miliana? Écoutez, il faut savoir que le Zakar, disons, parlons beaucoup plus est une ZIP. Une ZIP, peu de gens savent ce que c'est. C'est en fait une zone importante pour les plantes. Très bien. Donc, classée comme telle parce qu'elle renferme au moins une à deux plantes, une espèce qui serait endémique quelque part. Et en fait, c'est vrai, parce que nos recherches ont
On montrait qu'il y a une espèce de génie, de Genista numidica, une espèce qui est endémique à la région. Excellent. À travers la sous-espèce Genista numidica sarotes. Et ça figure sur les annales de recherche forestière, etc., et sur les flores d'Algérie. Donc, on voit déjà l'intérêt de préserver la région parce qu'on protège des espèces rares et endémiques. Voilà, il y a la faune également qui est à préserver parce que quand il y a une flore foisonnante, il y a forcément une faune qui s'y installe et qui... Absolument, parce qu'on parle d'écosystème, oui. c'est un tout. Il y a la faune, la flore, le sol. C'est un système, si on veut, c'est un système complet, donc qui fonctionne par lui-même. Et donc c'est dans cet état d'esprit qu'il faut penser la restauration. Il faut s'approcher le plus du modèle naturel. Donc même si on est appelé quand même à prélever des produits sur la forêt, il faut le faire en ayant toujours cette vue sur la forêt. Absolument, avec cette, cette vision responsable, on dira. Parce que voilà, vous faites de la sensibilisation donc, à ce comportement responsable vis-à-vis de la montagne, donc les campagnes, vous en faites régulièrement. Là, donc, pour marquer cette journée, quelle sera l'activité phare justement, Miliana ? On a prévu une plantation symbolique, mais pas sur la montagne. Au niveau de l'université. Dans un établissement universitaire, en l'occurrence l'université Très bien, bon vent pour cette belle activité qui est en perspective. Je reviens pour finir justement à M. Belkorichi ici présent. Donc, vous avez une autre facette. Vous êtes conseiller de jeunesse et créateur également. Donc, et toujours dans l'esprit justement environnemental. Environnemental, oui. Justement, donc depuis 2015, j'ai commencé à travailler sur la récupération du carton et sa revalorisation en œuvre d'art. Oui. C'est ce que je fais. Donc, et en parallèle, c'est-à-dire je travaille individuellement. En parallèle, j'encadre des ateliers au niveau de la maison de jeunes de Miliana. Et même à Alger, à Oran, à Constantine, dernièrement, j'ai encadré un groupe de 10 femmes au foyer pour un projet associatif, collaboration avec le partenariat avec l'Union européenne. On a organisé, c'est-à-dire une formation durant une semaine. Ça a été vraiment, elle a eu un écho très positif. Excellent. Donc on continue à initier les jeunes pour leur faire, c'est-à-dire apprendre cette activité qui est vraiment très importante, point de vue, c'est-à-dire environnement, et même point de vue, c'est-à-dire le psychique, c'est l'être humain. Travailler, c'est-à-dire récupérer une matière considérée comme déchet et lui donner une nouvelle vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout en rentrant dans un domaine artistique. Très bien. C'est-à-dire rendre un morceau de carton, le transformer en une œuvre d'art. C'est pas... Oui, c'est très très agréable de voir le résultat d'une telle démarche. Et j'espère, en tout cas, je vous souhaite toute la réussite dans cette petite carrière artistique. On a été ravis de vous recevoir, M. Brahim Belkorichi, vice-président de l'association des randonneurs de Miliana. Et autant de plaisir ce matin de recevoir également M. Chaben Mohamed, qui est membre d'une autre association, la Perle du Zakar en l'occurrence, et qui veille au grain par rapport à la préservation des écosystèmes, mais aussi de l'environnement de manière générale dans cette belle région de Miliana. On continue de parler de Miliana. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci de nous avoir fait plaisir ce matin. Et puis, nous continuons de parler de Miliana autrement à travers un guide touristique. Il est dynamique, pleine de ressources. Il s'agit de Shamsuddin Hadj Ali, rencontré justement dans les dédales de la vieille Médina, donc tout à fait au cœur de Miliana. C'était avec notre ami Feriel Hamdi. Et c'est parti.
Une journée bien remplie débute pour Shamsuddin. Ce matin, il retrouve devant le mausolée Sid Ahmed Ben Youssef le premier groupe pour une visite. La richesse historique et culturelle de Miliana impose qu'il y ait des guides qui vont, on peut dire, accompagner et assister les visiteurs qui viennent des quatre coins du pays ou bien d'ailleurs de l'étranger même. Donc là, le guide, ici à Miliana, il fait quoi? Et bien là, il accompagne ses visiteurs dans les coins et les recoins de la ville, de la cité. Et ensemble, guide et visiteurs, ils vont, on peut dire, écouter les vieilles pierres qui parlent et qui racontent l'histoire de la ville. Cela fait 5 ans que ce passionné d'histoire travaille pour la ville. À 26 ans, le jeune homme a déjà passé la moitié de sa vie plongé dans des livres d'histoire, un domaine qui le hante depuis ses 14 ans. Je suis passionné par l'histoire, on peut dire, depuis mon très jeune âge, depuis mon enfance. Quand j'étais petit, comment dirais-je, je me suis retrouvé devant une caverne d'Ali Baba, sauf que dans cette caverne, il n'y avait pas de l'or, mais des livres. Des livres, on peut dire, qui parlaient principalement d'histoire. C'est des livres comment dirais-je, qui appartenaient à mon arrière-grand-père du côté maternel. Et donc là, j'entre dans un monde qui est très vaste et très passionnant. La visite se poursuit à travers les ruelles de Miliana. La bienheureuse est dotée d'une nature généreuse. C'est le jardin botanique de Miliana qui date depuis on peut dire les années 1880-1870. Et là, comment dirais, les visiteurs, justement, quand ils viennent d'Alger ou de Blida, de Koléa ou des quatre coins d'Algérie, ils ont comment dirais-je, la chance de découvrir des plantes rares telles que le séquoia d'Amérique, telles que le ginkgo biloba, telles que le tilleul, etc. Et aussi, ils ont la chance de découvrir et de voir une œuvre d'art qui est une sculpture du fameux sculpteur français Mathurin Moreau qui date de 1883. Dans la région, les demandes de visite sont toujours nombreuses, car le patrimoine est riche et varié. Dans l'une des principales rues de Miliana, les Yachar al-Amir Abdelkader, qui va du musée, là où on était, jusqu'au marché, là où on va maintenant. Et là, on peut voir, on est dans un tunnel de platanes centenaires. Et on peut voir aussi les anciens bâtisses qui gardent toujours leur cachet. Une ville qui garde toujours son cachet architectural, ses ruelles, ses marchés aux 1000 senteurs et ses produits du terroir mis en valeur sur les étals finement décorés. Si vous êtes de passage à Miliana, Shamsuddin vous guidera et vous fera découvrir les secrets de cette belle ville. سلام لغزة سلام سلام سلام
martyrs de Gaza. Donc ce matin, donc de Miliana, nous allons, par la magie de l'image tout de suite, nous retrouver au cœur de Annaba, mais aussi grâce à la présence parmi nous ce matin des ambassadeurs de Annaba et ambassadrices d'Annaba. Donc j'ai nommé en l'occurrence Madame Chakroun Souad, bienvenue. Vous êtes la présidente de l'association Rawnaq al-Annabi. La splendeur de Annaba, oui. Voilà la splendeur de Annaba. Et en tout cas, c'est un nom très évocateur de toute cette valeur que vous essayez de préserver à Annaba, n'est-ce pas? On va en parler dans un instant. Bienvenue à la doyenne des mashtat de Annaba, donc la gardienne justement du savoir-faire Annabi. Donc, marhaba bik, Madame Rahmouna Loussafna. Loussafna, tout à fait. Donc, voilà, on est ravis de vous recevoir. Merci. 40 ans de carrière derrière vous, n'est-ce pas? Oui. On va en parler de ce métier et de son importance dans votre ville et bien sûr celui qui justement souvent est le fédérateur de plein d'acteurs au niveau de Annaba, des acteurs qui veillent à la préservation du patrimoine de leur ville. La coquette Annaba est mise en valeur par ses enfants et bien sûr un des enfants les plus fidèles c'est Monsieur Nadir Chellali. Bienvenue ce matin. Merci, bonjour, sabahkoum bel khair. Merci pour l'invitation. Ravi de vous retrouver ce matin. Vous êtes avocat, mais aussi chercheur, très imprégné de l'histoire de Annaba. Oui, voilà. Aujourd'hui, donc, je vous avais annoncé tout au début de l'émission que nous avions le plaisir ce matin d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe. Il s'agit de Minaziri, que vous connaissez déjà par sa voix à travers les ondes de la radio algérienne, mais aussi par son visage très agréable et son accueil très chaleureux de tous ces artistes qui sont passés par la télévision algérienne il fut un temps. Aujourd'hui, c'est un retour qu'on apprécie énormément. Bienvenue, Mina. Merci Radia, merci pour l'accueil chaleureux. Je suis très très heureuse d'être parmi vous. J'étais contente aussi de te revoir. Oui, ça faisait longtemps. Ça me fait rappeler les beaux jours qu'on a passés ensemble à la radio, parce Absolument. que vous avez déjà fait de la radio. Oui. Donc, permettez-moi de remercier énormément toute l'équipe de Canal Algérie de m'accorder cette opportunité qui est très importante pour moi. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs chaque fin de semaine à travers une rubrique, un espace consacré à notre patrimoine culturel algérien. Donc c'est un espace très 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 important où on va bien sûr aborder des sujets, des thèmes liés à notre patrimoine authentique algérien qui se caractérise par la diversité et la richesse, bien sûr. Et bien sûr, notamment l'art culinaire algérien classé ces dernières années parmi les meilleurs au monde. Absolument, nos plats sont en tête de classement à l'international. Dajil Zitoun, Makarot al-Louz, récemment Shorba Beta, aussi le Rishta aussi. On aura l'occasion aussi de parler du costume traditionnel. Actuellement, on a une très grande richesse dans ce domaine. Et bien sûr, sans oublier la Kasbah, la richesse de la Kasbah. Comme vous le savez, Radia, la Kasbah sera très, très présente dans nos espaces à travers les Qsbadji qui sont que là. Que vous rencontrez bien souvent. Bien sûr, que je rencontre souvent. Et qu'on aura plaisir justement à redécouvrir grâce à exactement, vous. Exactement. Je disais les Qsbadji qui préservent la culture de la Kasbah, la tenue traditionnelle, l'art culinaire, la cuisine algérienne, la tenue traditionnelle, comme je disais aussi, la calligraphie, la littérature. On a un vaste patrimoine culturel. Le patrimoine est très riche. Exactement. En tout cas, vous êtes libre d'intervenir pendant cette discussion parce que c'est vrai que vous parliez de cette hospitalité légendaire des Qsbadji et bien sûr, nous sommes aussi là pour accueillir nos amis qui viennent de Annaba
Mais n'hésitez pas, certainement que vous avez des notions de la culture an-Nabi qui est préservée. Donc vous avez cité la Casbah. Au cœur de la Casbah se trouve un musée, le musée des arts et traditions populaires qui accueille justement depuis hier des ambassadeurs de la coquette Annaba pour parler justement de tout un pan de notre patrimoine. Hier même, vous étiez donc parmi les intervenants, donc Madame Chakroun. Donc vous avez parlé du costume traditionnel à Nabi Bala. Oui, hier, moi et Madame Lostefna, on a parlé du mariage et l'habit traditionnel du mariage de la femme. Tout à fait. Elle a parlé des habits de l'homme, et tandis que Madame Lostefna et moi, on a parlé des gandouras que porte la femme pendant 7 jours. Absolument, c'est une tradition que je connais. Donc ils ont cette tradition d'habiller leurs mariés différemment chaque soir, et bien sûr il y a toujours ces belles soirées avec agrémentées de Ali. Tout le monde est mélomane à Annaba. On arrive à constituer des groupes facilement, hein, Madame Rahmouna? Et c'est magnifique les soirées. C'est magnifique, bien sûr. Voilà. Et vous protégez un métier. Le métier de machta, il a une valeur sociale, c'est-à-dire au-delà du fait d'habiller, de décorer, de la rendre belle, cette mariée, vous avez un rôle social, n'est-ce pas? Donc, تحكي معاها la mariée. Oui. Voilà. قبل ما نصدرها نحكي معاها صح. نلقاها شوية هكا متستريسي وتحشم. نحطها لاز. نقعد بحداها نحكي معاها نضحكها نسيها في هذاك الستريس. نسيها في سي با فاسيل. وبعد تولي العروسة لاز وتخليني نعمل واش نحب. على الأول تقول لي هذيك لا هذيك لا. نجاها بالعقل نقولها دوك تشوف كيفاش تولي شابة وبأمك تفرح بيك وزوجتك تفرح بيك. تولي العروسة بكل كي الحلوة هكا تولي بكل. C'est ce qu'on appelle un savoir-faire, et c'est vrai que c'est de la psychologie quelque part, parce que vraiment on stresse, on va être face à tout plein de convives et d'invités, donc ils vont commenter cette tenue traditionnelle, il faut qu'elle soit parfaite. Hein. Et donc il y a Shidda, c'est vrai que les Tlemceniens ont une tenue qui est classée, j'espère que le Shidda Nabi aussi le sera un jour, hein. Je pense que vous travaillez là-dessus, non? Vous faites la recherche nécessaire. Elle s'appelle Dlela. Shidda, c'est autre chose. Voilà, mais ça ressemble, c'est juste pour approcher la coiffe, le téléphone. elle ressemble. La coiffe qui ressemble, mais les pièces de cette coiffe, elles sont vraiment différentes. Oui, absolument, oui, parce qu'il y a des tresses, il y a des bijoux. كاين لي بيجو كاين تريس كاين القفية. كاين نبداو المرة الأولى بالعكسة. نحطوا العروسة العكسة تقولوا لها بنيقة. Comme une bniqa, voilà. C'est pour protéger les cheveux. ومن بعد فوق ديك العكسة نحطوا شعر ضفاير نربطوهم. بعد نحطوا القفية تاع قطيفة مطروزة بالفتلة بالفيل دوغ. ونردوا هذيك لي تريس هذوك نعملوهم كروزي ونربطوهم لها. Et ça fait une frange, très belle frange. Ça fait une frange. Voilà. من بعد نحط زينة الخد والشوشنة بالجوهر فوق القفية. عاد نحطوا دليلة نربطوها. هذيك دليلة هي. Voilà, c'est ça, c'est un bijou, c'est en même temps une coiffe, voilà. ونحطوها ونحطوا فوق منها جبين. وفوقها هي نعملوا تسريحة باش تغطي هذاك كيف بالتل. Tout est brodé. Ça dépend القندورة. إذا كانت بلو سيل نعملوا لها هذيك بلو سيل، وإذا كانت القندورة بيضة نعملوها لها بيضة. داكور. ومن بعد فوقها هي نحطوا القطينة والمقفول. المقفول القطينة سناسل وفيهم لهناك الخمس. Voilà. خلايل. Ce sont des bijoux et qui font vraiment, ce sont des étapes très importantes. Très importantes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément de détails qu'on vient d'énumérer, mais c'est ça qui fait en fait l'authenticité de cette tenue, l'authenticité de ce costume. Vous pouvez en dire quelque chose, Madame Chakroun? Je peux ajouter quelque chose. Oui. La machta chez nous, c'est comme un psychologue. Avant, la mariée, elle venait chez la mariée 7 jours avant le mariage pour la préparer psychologiquement. Et après le mariage, c'est elle qui l'habille et elle va avec elle chez son mari pendant 7 jours. Parce qu'à Neba, chaque matin, on doit l'habiller.
Oui. Et la maman ne va pas chez sa fille juste après le mariage, c'est après 3 jours. Elle va voir avec toute la famille. Et tandis que elle va avec elle, c'est-à-dire elle est avec bien elle avant la famille. pendant 7 jours. Oui. Pour les bijoux, c'est ça. Il y a le mqaïs après. Pour les mains, il y a le mqaïs. Mqaïs de Louisa, on a avec les louis. Avec les louis d'or. تاع الجوهر تاع الفينيغرام تاع الحدايد العجب عفوا كيما هكا تاع الجاموس. Vous avez porté tout ça à votre mariage, Madame Chakroun? Je suis pas mariée. Ah, vous n'êtes pas mariée? Vous n'avez pas cette info, bon. Non, je suis pas mariée. Mais je porte maintenant, je porte la gandoire dans les mariages. Mais dans votre famille, c'est une tradition toute la famille. Oui, les Bonnoises portent, c'est-à-dire maintenant, ils ont un peu changé. Les jeunes filles ne veulent plus mettre ces bijoux-là. Mais les vrais Bonnois, elles sont obligées de porter. Fidèles, on les oblige à mettre ces bijoux. Même le hammam. Vous les obligez sans les obliger. Hein. C'est pas une pression que vous exercez, mais c'est de la psychologie. Comme Oui, avec Adraoui. Mais la plupart sont obligés. Parce que les mamans veulent voir leurs filles bien habillées le jour de leur mariage. Voilà. Et c'est-à-dire, même pour la Gondoura, elle ne porte pas la même couleur. Le jour du fiançailles, elle porte une couleur bleue. Oui. Et le jour du mariage, si elle ne met pas la robe de mariée, elle porte la gandoura blanche. Oui. Et après, il y a le telet, le 3e jour. Elle va mettre, Ada vous a expliqué, elle va mettre un peu plus sa couleur parce que sa maman lui prépare 7 gondouras. Plus, mais elle doit avoir 7 les 7 gondouras, c'est les 7 couleurs. Voilà, 7 couleurs. Et bien sûr, chaque soir, c'est une occasion de découvrir la beauté de cette mariée différemment, sous un autre angle. Mais bien sûr, on ne met pas la ceinture, on la laisse pour la fin. Voilà, ça je نهار السابع نهار الثالث نبداو لها بقندوره غوز الوردي تبدا بها وبها بتسري حمام الاكواف اللي من اللور هذيك غوز اسورتي من بعد نوليو للبلان نوليو للبلو ومن بعد لي كولور اللي تحب هذوما الثلاثه لازم يتلبسوا على الاول الغوز لو بلان اي لو بلو ومن بعد نرجعوا يعني نهضر لك على تراديسيون الحره وي بيان سور ومن بعد تلبس العروسه ومن بعد لبسوا لها قطيفه تاع القطيفه بالمجبود تاع قسنطينه ولا تاعنا بالفتله في الدور وما تحزمش فوالا تحزمش ونهار السابع تزيد تلبس وكي تعود في القطيفه نعملوا لها ملحفه نعملوا لها الخلايل اسمها تخليله وي نعملوا لها الخلايل ونحزموها بالحزام تراديسيونيل. Tout à fait. Vous avez cité Constantine, qui n'est pas loin, mais qui n'a pas les mêmes traditions, c'est différent. Annaba se démarque par ce rituel, par cette façon de faire pendant le mariage, et par cette opulence de la tenue qui est extraordinaire. On a parlé des dames, et qu'en est-il des hommes, hein? Elle nous a dit tout à l'heure que vous aviez parlé du costume traditionnel masculin, donc lors de la rencontre au Musée des Arts et Traditions Populaires. C'est un très important costume qu'on néglige plus ou moins. Oui, les hommes... On parle toujours du costume féminin, mais on n'en parle pas beaucoup du costume masculin. J'ai présenté tout ce qui est pièces du costume masculin, l'amama, razza, shashia, toutes les pièces. J'ai donné l'origine de chaque pièce du costume traditionnel algérien. Et la femme algérienne, elle a pu conserver son costume traditionnel, contrairement à l'homme algérien. Il a un peu négligé son costume traditionnel, alors on manque maintenant d'artisans qui confectionnent ce costume, mais il reste... Si la demande diminue automatiquement, l'offre va diminuer, et puis on espère quand même que grâce aux efforts des associations, qu'il y ait restauration de cette situation, qu'il y ait plus d'artisans qui... Il faut porter traditionnel. Bon, qu'en est-il de cette deuxième journée? Donc on a parlé de la journée d'hier, où on a mis en valeur le costume traditionnel essentiellement. Qu'en est-il de cette deuxième journée? Donc on est le 10 aujourd'hui. Le 10, il y a une présentation sur tout ce qui est broderie traditionnelle avec Madame Jabba.
Et je présente cet après-midi une conférence sur le rôle de la société civile dans la protection et la promotion du patrimoine culturel. Ben voilà, on le sent le rôle. Hein. Vous êtes là, vous en parlez par le biais de vos associations. Alors, Nabi organise certainement différentes expositions et manifestations culturelles à Annaba, entre autres. Oui, souvent. Et surtout sur le mariage bonois. On veut revaloriser le patrimoine bonois et surtout l'habit. On commence par le hammam. D'ailleurs, ça fait quelques années, on a fait une démonstration du hammam et depuis ce jour, les filles veulent aller au hammam. Il y a le khalwa. Oui. Avant, la femme, la jeune fille, allait une semaine ou 3 jours, ça dépend, avant le mariage, au hammam avec ses les amis proches, ou ses les plus proches, avec frérette des fois. Et après, il y a plus, ils ont arrêté cette tradition. Maintenant, avec le jour où on a fait la démonstration, les filles ont aimé le hammam et elles ont commencé à... Voilà. Oui, j'imagine que tout ça peut revenir, mais grâce aux efforts des uns et des autres. C'est ce qui se passe à la Casbah, hein, Mina. Voilà, à un moment donné, toutes ces shops avaient fermé, il n'y avait plus ces artisans. Et là, on voit de plus en plus de boutiques qui ouvrent et des artisans qui reprennent un petit peu les traditions habituelles au niveau de la Casbah. Et le musée des arts et traditions populaires lui-même joue un rôle extraordinaire pour la préservation de cet héritage. Exactement. Ce qui est important dans tout ça, Radia, c'est ce grand retour à tout ce qui est tradition. Madame, tout à l'heure, elle parlait de la mariée, la arosa qui met sa tenue traditionnelle et elle est fière de la porter. La gandora qui représente bonne, oui. La belle, la perle, la coquette. C'est la même chose pour les autres régions. Aujourd'hui, la mariée, avant, elle mettait les robes de soirée. Aujourd'hui, elle tient à mettre la tenue traditionnelle. Elle tient beaucoup à mettre la tenue qui représente les différents wilayas, toutes les régions de notre pays. Donc, c'est très important pour elle de elle met le karako, elle met le caftan algérien, الجبه النيليه الملحفه يعني في التصديره on trouve يعني cette diversité ce cocktail c'est vraiment on a دائما نقولها dans mes émissions نقول يعني الله سبحانه وتعالى نعم علينا بوطن وبلد بحجم القاره الكونتينون donc on a cette richesse on a et quand tu parlais tout à l'heure de la Casbah on sent ce changement à la Casbah, le retour des artisans, la poterie, le nahas aussi, le cuivre. Les dinandiers sont partout, effectivement. Exactement. Donc je pense que aujourd'hui on est censé donner de l'importance à ce domaine. On a un patrimoine très très riche, il est aussi comment dirais-je, précieux. Il est précieux. Voilà. La dernière fois, j'ai invité un chercheur. قال لي أمينة إحنا في الجزائر عندنا ثراء كبير مقارنة بكل الدول. Donc اليوم on est censé le préserver, le protéger. Absolument. On n'a pas le choix. Absolument. Et c'est vrai que le touriste, quand il arrive dans une ville, une région aussi belle qu'Annaba, c'est vrai qu'une fois qu'il a vu les paysages, il va rechercher les mets traditionnels, il va rechercher les traditions proprement dites de cette ville, il va essayer de découvrir quel est le costume de la région, quel est le cachet de la région. Et donc, c'est ce que vous essayez de faire, j'imagine, M. Chellali. C'est notre rôle de sensibiliser le citoyen. Et c'est à travers cette sensibilisation qu'on peut valoriser notre patrimoine. Si on reçoit des touristes, le rôle, c'est l'importance du rôle des musées. Comme le musée, il reflète tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est identité algérienne. Et à travers ces événements, dans les musées, on retrouve notre patrimoine authentique. Oui.
Et à Annaba, il y a le musée du site, le musée d'Ippon. Oui, c'est un musée archéologique. C'est un musée archéologique, mais pas ethnographique. On n'a pas de musée ethnographique à Annaba. Oui. Il faut bien penser à en créer un, parce qu'il y a un patrimoine très important qui n'est pas conservé dans un musée à Annaba. Oui, mais j'imagine que Madame est ici présente, donc Madame Loussafna, Madame Rahmouna. Madame Rahmouna, oui, c'est comme ça que les gens vous appellent, je sais. Non, Vous êtes célèbre. Khalti Adra, Oui. ou alors la Rahmouna. Donc j'imagine que vous conservez des pièces très anciennes. Oui. Vous avez hérité peut-être de vos grands-mères. Oui, hein. oui. Voilà. Oui. Oui, donc et j'imagine dans cet héritage, voilà, si on prend une dame comme celle-ci, si on prend les grandes familles de Annaba qui ont justement, qui préservent jalousement leur héritage, on pourrait avoir le plus beau des musées ethnographiques, hein, Mina? Exactement. N'est-ce pas, Madame Chaperon? Oui. Voilà. On se bat pour avoir un musée, mais malheureusement, on n'a pas de Lors des expositions, on fait plusieurs expositions avec l'association et tout. La chambre d'artisanat est très active, je le sais. On ramène des collections des familles, des collections privées. Oui. Et les familles sont prêtes à donner leurs collections au musée. Au musée, parce que ça portera leur nom, le nom de leur famille, et ça restera éternellement ainsi. Voilà. En parlant de famille, justement, Madame Loussafna, ici présente, descend d'une famille de Chouhada, et une famille justement qui a vraiment payé un lourd tribut pendant la guerre de libération nationale, n'est-ce pas? Oui. Voilà, voilà, c'est très noble de le rappeler la veille d'un 11 décembre. hein. Voilà. Le jour اللي بدينا voilà هذوما c'est mes deux frères شهداء. هذا كي مات الله يرحمه il avait que 19 ans. Oui. وهذا il avait 24 ans. La fleur de l'âge. La fleur de l'âge. وهذاك كان في هذا الله يرحمه هذا خويا تاع عمر لوسفنا ما ماتش في الجبل. خدم وتحط في الحبس ومن بعد دخلت على الجبل. وهاود حي. مات récemment عنده 2 ans برك من اللي توفى هذا. Voilà, mais il a travaillé donc au maquis avec تحكم في الجزائر لهنا à l'âge de 15 ans. قعد في الحبس 4 سنين في عين الصفراء. كي خرج 61 يلقى خوه هذا الله يرحمه راح يستشهد كان في السبيطار. Oui, c'était ça. جا عند راسه قال له خويا نزيد نفديك. قال له نفديك نزيد نلبس على جالك. ما لقى يخرج من الحبس زاد تجند وكمل من 61 62 في الجبل حتى خدينا الاستقلال. Jusqu'à l'indépendance. الله يرحم الشهداء. ودارنا كانت مركز وخوتي كل في الحبس اللي قعدوا برا. بابا متعذب يوم متعذبه تعذبنا ياسر والحمد لله على الدين وعلى الارض الجزائر الحمد لله يا رب. الحمد لله. D'ailleurs, à Annaba, il y a le quartier. Oui, il y a le quartier Loussafna. À Chouhada, نعم. C'est mignon à Chouhada. Voilà, c'est vraiment, il y a énormément de choses à découvrir, l'histoire, donc pas seulement du costume traditionnel, mais l'histoire de Annaba et les enfants de Annaba à travers la présence de personnes comme Khalti Rahmouna ici présente. Donc vous serez encore au Musée des Arts et Traditions Populaires, donc les téléspectateurs qui nous suivent ce matin pourront entrer en contact avec vous. Hier, c'était très important pour vous, il y avait beaucoup d'étudiants, il me semble. Les profs de l'université, les profs de l'Institut d'archéologie étaient présents. Voilà. Parce que ce sont des journées d'études voilà, qui permettent de découvrir vraiment l'essence de ce patrimoine. Et donc, ça se poursuit, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui même, au Musée des Arts et Traditions Populaires. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus, j'imagine, pour rencontrer nos amis et ambassadeurs ici présents de la ville, la coquette Annaba, donc en l'occurrence. Madame Souad Chakroun, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Rawnaq Annabi. Elle existe depuis combien de temps cette association? Elle a été créée en 1913. Oui, 1913. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. 2013. Parce qu'on était dans l'histoire, peut-être. Un lapsus révélateur. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Et à travers vous, on salue
tous les bénévoles de l'association Al-Orn Al-Allabi qui fait énormément de choses pour la préservation de son patrimoine. Merci à l'Osafna Rahmouna, donc Khati. Adra. Adra. Merci beaucoup, donc vous pourrez la retrouver également. Et merci à M. Chelali, donc je rappelle qu'il est avocat, mais très investi, très engagé dans la préservation du patrimoine, et voilà, autour duquel il a entamé beaucoup de recherches depuis pas mal d'années. Merci infiniment. Merci à vous. Et donc tout de suite, nous allons vous proposer une petite transition, un reportage. Et il est signé Lamia Boudbouda, celle-ci nous emmène droit vers Sharia. Nous sommes, rappelons-le, la veille du 11 décembre, qui constitue donc une journée importante pour les montagnes. Et c'est la journée internationale d'ailleurs qui est dédiée à la montagne. Donc vous allez le découvrir tout de suite, Sharia, par la voix de Lamia Boudbouda. Le temps pour moi de dire à très bientôt à Amina Ziri, la remerciant. Merci. Donc on vous retrouvera quand, Amina, Très prochainement? bien, le fin de semaine, Fin de Inch'Allah. semaine. Merci pour l'accueil. Bon, ça a été un J'espère plaisir. être à la hauteur, Inch'Allah, Ya Rabbi. Toujours dans le domaine de la promotion de notre patrimoine culturel. Ça sera fin de semaine, toujours à travers cette rubrique, cet espace donc, consacré à notre patrimoine culturel algérien. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de défendre ce trésor, cette richesse dans différents domaines, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, l'art culinaire, le costume traditionnel et l'art algérien. C'est une occasion aussi, Radia, pour rendre hommage à nos piliers, aux piliers de la chanson algérienne, que ce soit dans le melouf, dans la chanson chabé, dans le rail aussi, qui a été C'est un classé. pan de notre patrimoine. Exactement, précieux, exactement. effectivement. Donc, merci de m'avoir bien accueilli. Merci Bon, en pour tout cas, on est ravis que vous fassiez désormais partie de l'équipe et que vous racontiez un peu à votre manière. Vous le faites si bien dans les ondes de la radio et ce sera certainement très agréable de découvrir des pans de notre histoire et de notre patrimoine avec vous. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois à ceux qui sont avec nous. Tout de suite, une petite transition. Ce reportage qui nous emmène donc au cœur de Sharia avec Lamia Boudbouda. C'est parti. À Sharia, en ce vendredi, la température atteint les 6 degrés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une véritable journée d'hiver où pluie et froid étaient au rendez-vous. Certaines familles ont même acheté sur place bonnets et gants pour les enfants. زياليكين هنا وين يبيعوا الحمد لله اللي كيلتاوي لهنا سوق برودة راهي بزاف. سينو نتوما من جيتو؟ حنا من برج البحري. حنا الجزائر. جبت الدراري وكشيت لهم كاع لي كاع. حاجة باينة ولازم برودة باسكو راهي بزاف الله يبارك. Cette magnifique forêt de cèdres centenaires, de chênes et d'ifs attire les amoureux de la nature et du sport en plein air. C'est l'association sportive des médecins du Grand Alger et l'association Bouchaoui Athletic Club. Et ça, c'est le groupe des téméraires. Voilà. Et nous pratiquons 3 fois par semaine, régulièrement, dimanche, mardi et vendredi matin. Là, pour cette saison, c'est la première fois qu'on monte à Sharia. Donc c'est autour de 11 km, 11, 12, entre 10 et 12 km parce que c'est l'altitude. Mais sinon, l'entraînement régulier, celui du vendredi, c'est plus que ça. Ça peut être 20, ça peut être même plus. Ça dépend de la préparation. On renaît, c'est une renaissance. D'accord, on renaît. Chaque vendredi, c'est une nouvelle vie. C'est repartir à zéro. C'est vider son sac, y croire encore. Et ça va, voilà, qu'on a un bon cœur, qui respire encore et qui a encore de l'espoir. Voilà, grâce à votre coach. J'étais fumeur, j'ai arrêté la cigarette, ça fait 23 ans. Et je me suis mis à la marche. Depuis qu'il a arrêté la cigarette, il n'arrête pas de courir. C'est ça l'avantage. Et je vous signe encore j'ai 2 stents. Et je continue le même rythme. Arts martiaux mixtes. Dans cette discipline, Abdelhak prépare une compétition à Tunis et s'entraîne très tôt le matin. كل جمعة ندير الأمر من صلاة الفجر نصلي صلاة الفجر ونتقرا لربي
هذا احنا الجروب تاعنا. وانا دوك عندي بريباراسيون، عندي نلعب في تونس ان شاء الله 3 جونفي 2024 ام ام اي تاع الكاجا، سبور دو كاجا تاع كومبا في تونس. صافي عندي بريباراسيون دوك. Combien de kilomètres vous montez de... شوفي هي نورمالمون فيها طريق فيها والله ما نكذب لك 25 كيلو 31 كيلو طريق، بصح حنا ما نطلعوش طريق، حنا نطلعوا قطوع. بيان سور اللي هو نقي لي بومو فيها بزاف صوالح، لا مارش مليحه. Le parc national de Chréa est une réserve mondiale de la biosphère. Chaque week-end, il accueille des milliers de visiteurs pour ses paysages, sa nature et son calme. جينا توت لا جورني باش نريحوا لهنا نجو نفيزيتيو ونشوفوا كامل فوالا نقعدوا حتى العشيه جبنا تو سكيل فو بور باسي توت لا جورني يعني عندنا كلش جبناه معانا بيان سور باش نستمتعوا بهذه الطبيعه طبيعه ما شاء الله. Le parc s'étend sur une superficie de 26 000 hectares et abrite dans les 1200 espèces végétales et animales. Cet important potentiel de biodiversité est à protéger absolument. Avis aux visiteurs. Voilà, j'espère que vous serez nombreux sur les routes de Chréa en cette période hivernale. C'est magnifique, surtout quand c'est enneigé. N'est-ce pas Yezid? Oui, bien sûr. J'aime bien Chréa. J'ai pris le téléphérique, ça fait longtemps. Oui. Ah, c'est magnifique la traversée en téléphérique. C'est une bouffée d'oxygène. Oui, et puis ça prend du temps et voilà, c'est en cascade. Et c'est magnifique. On a l'impression de mettre une éternité et c'est tant mieux parce qu'on peut même s'arrêter et reprendre des fois. Oui, à Chréa, il y a Derna aussi. Vous connaissez Derna? Derna, non. Eh bien, il va te dire. Allez, donc lui, c'est bien sûr notre ami, donc président de l'association La Rampe, Louni Arskri. Il s'agit d'Aïtouadia Lounis. Bienvenue. Très heureux de renouer avec Canal Algérie qui m'a tant manqué. Eh ben, vous nous avez manqué. Des petits problèmes de santé ont fait que. Oui, j'ajouterai Madame Boulamadi, alors président de l'association des Amis de la Rampe, Louni Arskri. Alors, auteur. Vous êtes auteur, contributeur médiatique en matière de réappropriation de la valorisation du patrimoine culturel, historique et mémoriel algérien. D'algérianité. Très important. Je contribue sans cesse des points d'histoire parfois méconnus. Je contribue à travers la presse de manière à ce que cette jeunesse soit arrimée à son histoire. C'est un gros problème. Oui, c'est important de maintenir le lien, effectivement, de génération en génération. Je suis d'une génération où nous avions été éduqués, formés par nos parents. Où ça, pendant la guerre de libération, c'était à table, nos parents, j'avais 11 ans, je me souviens de l'âge, j'avais l'âge de 10 ans, mon père arrivait, commentait des événements, ça rentrait et ça marquait. Et il y avait un promontoire de l'histoire auquel je consacrerai un écrit ou peut-être un reportage. Vous savez où c'est? Boulevard Zérout Youssef. Il y a une rampe, il y a le fameux ascenseur. À l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, mon père, les deux, mon frère, votre moins âgé, moi-même, on allait sur ce promontoire. Pourquoi? Pour voir les bateaux arriver avec des cargaisons de militaires. Impressionnant. Alors, la rampe, il y avait des enfants, il y avait de tout âge. On regardait ça. Et les commentaires, au lieu d'être impressionnés, les commentaires étaient diamétralement opposés. Qu'est-ce qu'on a? Il y a cinéma, tout ça. يوصلوا للجبل يوليو يعيطوا بابا ماما ويوصلوا للقسمه يلاقيهم يسعدي ويلاقيهم عندي لابوينت. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Parce que vous connaissiez déjà les héros de notre guerre de libération. Et le 11 décembre 1960, vous étiez là également parce que vous aviez tout juste 16 ans, mais tout est imprégné dans votre mémoire, j'imagine. Bien sûr, absolument. J'ai vécu le 11 décembre 1960. Je me souviendrai toute ma vie. C'est un élément marquant et à jamais. Bon, des jeunes,
On entend parler. Les manœuvres de De Gaulle, la paix des braves, et j'en passe, ça serait Oui, très long. oui, ça, ce sont les rumeurs. Voyage à Intemouchent. Une mobilisation ici d'ultra, mais féroce, hostile au voyage du général de Gaulle. Ça a commencé à Intemouchent, le 9, je crois. Le 10, ça arrive à Bellecour. Bellecour, le front de l'Algérie française a ordonné une grève générale. Arrivé à Bellecour, ils ont obligé des Algériens qui avaient des magasins ouverts à baisser le rideau. L'échauffourée a commencé. C'est là où a commencé l'échauffourée. Bon, l'armée est venue, la rescousse, la police a tiré. Les Algériens ont repris ça en saccageant tout ce qu'ils ont trouvé aux abords. Hein. Les pneus allumés, tout ce qui s'ensuit. Hop, ça arrive le 10. Le 11, un changement de situation. Comment cela? Un encadrement de militants. Bouadam Morochaï, qui était en Wilaya 4, à Susla, est venu mobiliser les militants de Bellecour. Demain, aujourd'hui, manifestation pacifique. Pacifique. La manifestation. Des centaines, peut-être des milliers de manifestants. Il y avait un porte-drapeau. C'était le peuple algérien qui le disait peuple algérien était à l'unisson, stop. L'armée est arrivée, il y avait un porte-drapeau. C'était une jeune fille qui le portait, Sadiha Ouatiki. Elle a été ciblée. Pourquoi? Parce que le drapeau, c'est l'identité et la souveraineté. Il était interdit. La panique de l'armée française, c'est le drapeau et les youyous. On les a vus. On a vu la troisième armée, l'armée de la troisième puissance mondiale, je l'ai vu paniquer à travers un youyou. Et j'ai vu aussi, je vais le dire aujourd'hui, c'est une occasion, les hommes ont été courageux le 11 décembre, mais les femmes, plus, elles ont été téméraires. Des catalyseurs, en fait. Je vais vous raconter une petite scène. On a commencé à manifester, j'étais à la rampe Vallée. Je suis rentré à l'intérieur de la Casbah difficilement, en montrant ma carte scolaire, pourquoi j'habitais à l'intérieur. Bon, j'arrive, les cortèges se sont formés, on a suivi. À un moment donné, on est arrivé à la rue de la Lyre, des chevaux de frise, des tanks impressionnants, impressionnants. Eh bien, les hommes parlementaient avec l'armée. S'il vous plaît, laissez-nous passer. On a su, j'ai mon père, j'ai ma mère, nous avons des parents pour voir ce qui se passe à Bellecour. La réponse était à coups de crosse, dégagez, dégagez, dégagez. Et à un moment donné, on entend des voix de femmes, un écho féminin. Alors, on se retourne, un cortège de femmes habillées en haïk, comme des colombes. On leur a laissé le passage, hop, une haie d'honneur. Alors elles ont pris le devant de la scène, mais le décor a changé. Ce n'était plus « laissez-nous passer ». Ya Haggarin, et les youyous. Alors j'ai vu l'armée française paniquer, la réaction a été immédiate, les colombes blanches sont devenues des bouillies rouges. C'est un événement que j'ai vécu, auquel j'ai assisté et qui m'a marqué à vie. Le courage des femmes. Le courage des femmes. Voilà. Une marche pacifique, historique, donc qui a été réprimée. Transgénérationnelle, parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des femmes. C'était vraiment magnifique. Et puis, quel témoignage. Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est là où l'emblème algérien a le plus flotté dans les airs d'Alger, donc à travers les différents quartiers mythiques de cette capitale, donc qui a vu pas seulement Alger, en fait, ça a touché aussi d'autres villes. Et donc le 11 décembre, à l'époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni toile, ni rien du tout, était un très beau tremplin pour que la cause algérienne soit entendue à l'international. Absolument. Absolument. Donc aujourd'hui, on assiste à des situations un petit peu qu'on peut qualifier de similaires avec le peuple palestinien, donc qui essaye de résister face à une répression. Oui, par rapport à la répression et par rapport aussi à c'était une colonisation de peuplement, c'est ce qu'on a vécu également.
Et c'était une colonisation, une implantation de colonies. Et c'est ce qu'on a vécu exactement. Et puis même l'atrocité de la sauvagerie des bombardements. Et nous l'avons vécu avec l'utilisation du napalm. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser carrément des bombes téléguidées. Et tout ça. Et le phosphore blanc maintenant. Le phosphore blanc. Oui. Pour revenir à la colonisation de peuplement, il faut avoir vécu cette colonisation de peuplement. Vous savez ce qu'il y a de plus barbare que l'on puisse imaginer? Eh bien, c'est cette colonisation, les enfumades du Dahara, les enfumades de la Roi dont on en a parlé il y a la semaine dernière, c'était l'anniversaire. C'était inimaginable. Et l'indigénat, le code de l'indigénat, vous savez ce que c'est? Il y a eu un mouvement nationaliste, indépendantiste, qui a pris naissance en 1926, dont il y a eu la continuation et on a connu la ramification et une implantation à la Casbah d'Alger déjà pendant les années 30. Il y avait Sidi Ali Abdelhamid qui nous a quittés à l'âge de 100 ans et 3 mois. Eh bien, depuis, une résistance pour l'indépendance de l'Algérie. Ni intégration, ni assimilation. L'indépendance de l'Algérie. Voilà ce que ça a été. Et un peuple mobilisé et résolu à arracher son indépendance. Il a arraché cette victoire. À quel prix? Sacrifice énorme. Actuellement, c'est un modèle même pour la Palestine. Oui, absolument, puisque aujourd'hui, par rapport à la colonisation et par rapport au fait qu'ils sont en train de saisir carrément, de confisquer des terres des Palestiniens, nous l'avons vécu parce que la loi Varnier en 1870, en fait, elle a fait en sorte que les terres algériennes ont été confisquées par ces colons qui sont venus de la Lorraine et des Alsace-Lorraine. Donc c'était pratiquement la même chose. Et aujourd'hui aussi, il y a également cette découverte du gaz dans la Méditerranée, à Gaza. Et c'est l'enjeu aussi, c'est le grand enjeu de cette guerre même d'occupation. la nôtre, effectivement, puisque voilà, la France coloniale ne voulait pas lâcher l'Algérie par rapport à toutes ces découvertes minières et aussi tout ce sous-sol parmi les plus riches au monde. Et donc, voilà, ça a été difficile de se séparer de ce colonisateurs. Le fait aujourd'hui qu'il y ait une découverte de ces hydrocarbures dans le large de la Méditerranée, sur les eaux territoriales palestiniennes à Gaza, fait en sorte aujourd'hui que cette atrocité continue, et le fait aussi de vouloir maintenir le cap et de maintenir la répression et ces bombardements sauvages contre les civils. Une volonté d'éliminer carrément un peuple pour les intérêts du complexe militaro-industriel. Également, c'est une logique carrément d'intérêt stratégique et économique. Absolument. On se pose parfois la question, pourquoi cet acharnement d'anthropophagie sioniste? Les enfants, ils savent ce qu'ils font. C'est les enfants qui sont fiblés. Nous avions vécu aussi cela en Algérie. Comment? Les enfants, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le lendemain. C'est la reprise. C'est ce qui a fait que l'Algérie, depuis 1830, la résistance n'a jamais cessé jusqu'à la victoire de l'Algérie. La victoire de l'Algérie. J'ajouterai, cette victoire a été arrachée à un large tribut, mais il est malheureux. Je vais le rappeler ici à l'écran. Lorsqu'on entend un responsable de haut niveau, dont je ne citerai jamais le nom, faire un parallèle entre le désengagement américain de l'armée américaine de l'Afghanistan et l'Algérie. Ce jour-là, il y a eu un séisme outre-tombe. Les martyrs et ceux qui ont versé leur sang pour ce pays se sont retournés dans leur tombe, en attendant à oublier. Et nous, notre devise, l'association contre l'oubli. Nous, contre l'oubli, c'est primordial et fondamental, et il faut absolument arriver à arrimer cette jeunesse à connaître son histoire. C'est très important. Absolument. Et en fait, je voulais rappeler aussi que, parce qu'il parle des enfants,
Et ces enfants qui ont fait l'intifada de 87, dont on a célébré l'anniversaire avant-hier, aujourd'hui, c'est eux aussi qui sont les résistants et ceux qui sont le porte-drapeau de cette Palestine éternelle. Et je voulais faire un petit poème que j'ai choisi par rapport à ce qui se passe, et je vais le lire pour dire... C'est le vôtre, Yazid? Oui, j'ai essayé de faire ce de vous poème, exprimer par rapport à cela. par rapport à ce qui se passe. Eh bien, vos spectres, vos cauchemars, vous remineront à la belle étoile dans un songe du néant. Qasim, Ahmed, Ismaïl et ces années-lumière psalmodiant la chute de vos talismans et de vos scients. Dans de lait s'iront vos tanks, ils seront maîtres des séants. La malédiction des babillages hanteront kibbutz, âme et sien. Le temps filera des terres et des cieux pour narrer aux vivants le ridicule invincible petit pion. Bon, c'est bien dit. Hein. Bravo. Bravo, hein. C'est bien dit. Hein. Bravo. J'aime bien l'idée des dents de lait qui sont face à... Ouais, c'est Oui. dire un petit peu le déséquilibre, déséquilibre des forces dans ce génocide qui continue. Et qui Oui, perdure. le fait de s'attaquer à cette vulnérabilité enfance, à cette innocence qu'on tue d'une manière atroce. Absolument. Et ces enfants qui sont là à rechercher leurs jouets, à vouloir narguer la colonisation, en essayant de retrouver, comme cette petite fille qui cherche son make-up, ces enfants qui cherchent leur poisson, l'autre qui cherche son chat, etc. Donc en fait, c'est ce qui m'a un peu inspiré pour dire ce petit poème par rapport à cette éternelle Palestine. Aujourd'hui, oui, allez-y, monsieur. Madame Boulamali, Oui. moi j'ajouterais, pour enchaîner un enchaînement, cette mobilisation populaire du 11 décembre a laissé le monde entier ébahi. Des infirmes, on a vu des infirmes manifester. Et comment cette manifestation s'exprime, on voyait l'expression d'être résolu à arracher son indépendance. Eh ben, cette mobilisation, elle a aussi une histoire, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas venue comme ça. Il y a eu la fameuse grève de 8 jours. Fameuse grève de 8 jours, 8 jours de grève générale, pas un chat dehors. Eh ben, c'est la grève, c'est cette grève qui a fait que toutes les inscriptions à l'ONU de la question algérienne balayées, eh ben, la grève a commencé le 28 janvier et s'est terminée le 4 février, le 16 février, première résolution de l'ONU, l'autodétermination du peuple algérien. Alors, a suivi en 1960, c'est une continuité. La mobilisation, je ne cesserai de le dire, c'est la continuité de la grève de 8 jours. Et cette grève de 8 jours aussi, nous l'avions vécue et nous avions vu ce qu'elle a coûté. Elle a coûté entre beaucoup d'arrestations, des blessés et des morts, des milliers de disparus. Et c'est l'affirmation de ce peuple algérien, parce qu'avant, on disait que c'est des brigands, c'est des petits hors-la-loi. Et finalement, c'était l'Algérie dans son essence qui s'est manifestée le 11 décembre. Cette Algérie où il y a eu cette fusion entre la montagne et la ville, entre... Jusqu'en 1956, la France ne parlait que d'événements d'Algérie. C'est ce qui a obligé Ben Ardan à appeler Ben Youssef Ben Khedda, Saad Dahleb autour du table et Ben Mahidi. Alors, faisons un petit peu l'évaluation, où en sommes-nous? Bon, il y a des embuscades, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une action spectaculaire. Ils se regardent, les quatre. Bon, alors, laquelle Ben Ardan propose une grève générale que le monde n'a jamais connue, inédite au monde, spectaculaire. Voilà. Alors, d'accord. Ce sont contradits. Très bien, très bien. Alors, je vous pose la question, la durée. La durée, Ben Mahidi lève son doigt. 1 mois.
Alors tout le monde était effaré. Et Ben Khadda, Saad, oui, ça m'a demandé des sacrifices inimaginables, mais il faut cette mois. Il le faut. Il faut que ça soit spectaculaire. Pourquoi la communauté internationale n'est informée que d'événements d'Algérie? Il faut qu'elle sache, à part les gouvernements qui se sont alignés sur la position de la France coloniale, il y a les peuples, il y a la communauté internationale qu'il faut informer. Et ça sera cette démonstration spectaculaire, eh ben c'est ce qui s'est passé. La communauté internationale, une fois informée, les choses ont changé. Absolument. Les choses ont changé, absolument. Et là, nous n'oublierons jamais ces milieux de disparus auxquels actuellement nous avions initié un projet avec les autorités qui, j'espère, va aboutir à l'édification d'une stèle à la mémoire des disparus. Disparus Oui. du 11 décembre. Du 11 décembre, Oui. c'est vrai que Il y a eu beaucoup de disparus. voilà. Et il y a eu des arrestations massives, donc c'était pas que les militants, c'était vraiment dans toutes les maisons, il y avait des arrestations. Le stade du 20 août en est témoin, donc tout le monde a été parqué dans ce stade du 20 août, 11 décembre 1960. Et c'est vrai que l'humiliation a toujours sévi, etc. Aujourd'hui, on voit un autre peuple qui subit l'humiliation, qui subit l'innommable, qui aussi paye un lourd tribut pour sa liberté. Et c'est vrai que l'opinion internationale est alertée, comme le disait M. Aïtouadia, que par des événements aussi spectaculaires que cette guerre. Oui, avec toutes ces magnifiques marches à Londres, à Bruxelles, à New York, un peu partout dans le monde, on voit qu'il y a une renaissance. Ils ont tout fait pour faire basculer l'opinion internationale. Finalement, le peuple, il est là. Et puis même l'opinion, on voit par exemple Jeremy Corbyn du Labour, du parti Labour en Angleterre, qui est là à dénoncer ce qui se passe. Il est même accusé d'antisémitisme. Ken Loach, le grand réalisateur, on en a parlé de tous ces âmes libres, tous ces esprits libres qui continuent à défendre la juste cause de la Palestine. Eh ben, Maurice Audin est un disparu. Dans quelles circonstances? Il a fallu que l'association Fondation Joseph Audin remue un petit peu cela. Ça arrive aux mains du président de la République qui lui rend visite et tout cela. Mais là, ce n'est que médiatique. Mais dans le fond, c'est un rappel que lorsque l'opinion internationale a été informée, la communauté, il y a eu tout a changé, tout a basculé. Oui, le regard a changé par rapport à cette colonisation. C'est bien qu'il y a eu des militants d'origine européenne qui ont sacrifié leur vie, qui ont épousé, qui se sont alignés, qui ont adhéré à l'indépendance de l'Algérie et qui ont participé auprès de leur vie. Ils sont nombreux. Avec cette volonté politique aussi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de ces Européens en fait, qui ont soutenu la noble cause algérienne sont reconnus. Puis il y a des stèles, il y a des films, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour réhabiliter cette mémoire. Absolument, en tout cas, Madame Boulamali, c'est la fin de l'émission, allez-y. Le plus important, alors le 11 décembre 1960 a été spontané. Je viens d'en faire la chronologie. Et là, c'est M. Saad Dahlem, qui est connu, qui est un repère de l'histoire, qui a organisé une conférence en 1980. Il a parlé des accords d'Évian. Il a prolongé cela en disant « Ce qui m'a marqué le plus, c'est les manifestations de décembre 60 ». J'ai pu avoir un entretien avec lui en aparté. Il m'a fait la description. Il me dit voilà, nous on était à New York, la photo est là, on était à New York, il y avait la 15e session qui était programmée pour le 20 décembre. Eh ben, la veille, on est parti de Tunis, le moral était au plus bas, il faut le dire, ça n'allait pas. Bon, la répression avait atteint un stade inimaginable. Et là, nous sommes allés dormir. Nous attendions. Eh ben, dans sa chambre,
on tape à la porte. C'est qui? Il avait pensé à tout. Il l'a raconté. Il ouvre la porte. C'est qui? Hel. C'était Mohamed Yazid. Il s'est contractué. Alger, dans toute l'Algérie, le drapeau national flotte. Et il est parti. Donc la spontanéité de cet événement, c'est Saad Halb, un des acteurs qui était ministre des Affaires étrangères. Il était membre de la délégation. Voilà. C'est une excellente, en tout cas, excellent témoignage aujourd'hui. Voilà, Monsieur Louni Saïd Aoudia, donc gloire aux martyrs du 11 décembre, gloire aux martyrs de la révolution algérienne. À travers vous, on a eu ce témoignage, vibrant témoignage. Vous étiez là, vous étiez présent, vous avez raconté cette histoire qu'on ne devra jamais oublier, cette mobilisation de tout un peuple pour sa liberté. C'est un 11 décembre 1960. On souhaite la liberté au peuple palestinien, Yazid. Merci aussi pour ce parallèle que vous avez fait avec l'actuelle résistance du peuple palestinien, du peuple frère justement, et qui paye le lourd tribut de sa liberté. Merci infiniment. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour le meilleur de l'actualité en matinée dans Bonjour d'Algérie, votre magazine. À très vite.